docteur Sango, nous devons revoir notre approche quant au retour à l'ordre constitutionnel chez 4 de nos membres. Il s'agit là de Bola Tinubu qui et d'ailleurs, il parle du Niger, du Mali, du Burkina Faso, mais de la Guinée-Conakry. Pensez-vous, docteur Sango, que la CEDEAO ainsi que la figure qu'il présente, à savoir Ahmed Tinubu, a totalement mis les pieds dans le plat en ce qui concerne ce changement d'approche quant au retour à l'ordre constitutionnel dans les différents pays susmentionnés? Je pense que c'est nous donner à voir l'entrée de jeu qu'on peut essayer, n'est-ce pas, de déceler dans ces propos du président en exercice de la CEDEAO. Lorsqu'on voit ce qui paraît être comme un gouvernement, on a l'impression que ces acteurs sont en train de comprendre l'approche initiale qu'ils ont privilégiée dans le cadre de la résolution de ce qu'ils appellent crise dans ces pays de l'AES était une mauvaise approche et que maintenant il serait important pour eux de collaborer ou du moins de changer de stratégie pour essayer de ramener ces États de l'AES qui malheureusement ont pris une direction et un paradigme irréversible. Donc aujourd'hui, je pense que Tinubu, qui était à l'époque, jusque-là, le turiféraire de la démocratie occidentale, qui en appelait à ce que dans ces 3 pays de l'AES, le retour à l'ordre constitutionnel soit rétabli à la méthode de la démocratie occidentale, il est aujourd'hui en train de comprendre que cette crise-là n'est rien d'autre que la conséquence et même la manifestation de cette démocratie occidentale qui avait été imposée aux États africains et qui, jusqu'ici, a conduit les États africains dans ce qu'on appelle la crise des États africains. Donc aujourd'hui, je pense que les États de la CEDEAO, ou du moins Tinubu en tant que leader de cette organisation, est en train de comprendre que au Sahel, il est important de prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Parce que ce que les États du Sahel sont en train d'implémenter comme politique et de gouvernementalité semble, n'est-ce pas, déjà véhiculer des messages porteurs vis-à-vis de certains États qui sont restés sceptiques jusque-là. J'ai souvent l'habitude de dire que la nature de la crise des États africains aujourd'hui n'est rien d'autre que la conséquence de cette importation du modèle politique que nous avons vécu jusqu'ici. Parce que dans ces 3 États, si on essaie de faire une socio-histoire très récente, on va se rendre bel et bien compte que les élections venaient d'être organisées dans ces 3 États-là, conformément à la démocratie occidentale. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger, on avait, n'est-ce pas, vécu jusque-là la réélection avec des majorités aussi écrasantes des présidents Roch Marc Kaboré et des présidents, n'est-ce pas, ici, de Bazoum et bien d'autres du Mali qui ont rempilé avec, n'est-ce pas, des scores faramineux. Si on reste par exemple sur la nature de ces scores-là, du point de vue de la démocratie, puisque lorsqu'on dit démocratie, ça veut dire le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, et que lorsque vous êtes élu, vous reflétez la volonté et les desiderata du peuple. On se serait attendu que ces présidents-là soient encore au pouvoir. Mais malheureusement, quelques semaines, j'ai envie de dire, quelques jours seulement après l'élection de ces présidents-là, la réélection de ces présidents-là, ces États-là ont sombré dans la crise parce que les populations sont sorties de leur Rubicon pour demander le départ manu militari de ces présidents-là qui ne représentaient pas la souveraineté du peuple. Donc, c'est un indicateur important qui montre aujourd'hui que partout en Afrique, dans les États africains aujourd'hui, il est important de changer de paradigme politique et même gouvernemental. Il est important aujourd'hui qu'on intègre la réalité selon laquelle la démocratie qui est véhiculée comme rhétorique grammaticale
dans les relations internationales par les puissances occidentales est une rhétorique, n'est-ce pas, géopolitique qui n'a rien à voir avec l'esprit de la représentativité. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir donc que les États africains, du point de vue de leur cosmogonie et même de leur anthropologie, peuvent expérimenter un type de légitimité, un type de démocratie qui n'a rien à voir avec la démocratie, mais qui pourrait marcher, n'est-ce pas, conformément aux valeurs et à la sociologie des États africains. C'est ce que la CEDEAO est en train de comprendre aujourd'hui. Mais malheureusement, cette compréhension arrive un peu tard. Un peu tard parce que on aurait voulu que ceux qui sont en train de privilégier aujourd'hui comme solution arrivassent dès le passé, du moins dès le début de l'éclatement de cette crise-là. Parce que si les acteurs de la CEDEAO avaient intégré la réalité selon laquelle il était important d'ouvrir les tables du dialogue au début de cette crise-là, ce qui était la volonté des États du Sahel, on ne se serait pas acheminé, n'est-ce pas, à ce niveau. Donc la crise s'est davantage enlisée parce que ces États-là ont pensé que les États de l'AES se confrontaient à des difficultés sur le chemin et faire, n'est-ce pas, chemin retour. Mais malheureusement, ces sanctions ont plutôt participé à développer la résilience politique, économique, spirituelle et même culturelle de ces États-là qui, sur le terrain, ont transformé les difficultés en opportunités et sont aujourd'hui en train de trouver la bonne formule de la libération du continent africain. Donc, pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO est dans une pure gesticulation parce que lorsqu'on essaie de faire des analyses, lorsqu'on essaie de faire, n'est-ce pas ici, l'évaluation des types de contenus que véhiculent ces deux politiques, ces deux visions du monde qui sont aujourd'hui diamétralement opposées, on voit que les deux ne peuvent pas faire bon ménage. Parce que la logique de Tinubu, lorsque vous voyez comment il fait des sorties, il fait des communiqués, c'est qu'il doit essayer de miroiter aux États du Sahel quelque chose qui va les faire revenir à l'intérieur de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, cela ne peut plus être possible. Il se fait tard. La CEDEAO ne peut plus accueillir les États du Sahel. Pourquoi? Parce que la philosophie que portent les États du Sahel aujourd'hui trouvent leur véritable obstacle au sein de la CEDEAO. Si je prends par exemple la dynamique du projet, n'est-ce pas, de cette confédération, de cet État confédéral que veut créer, n'est-ce pas, ici, ces États du Sahel, vous voyez bel et bien que c'est une politique qui est totalement attentatoire à l'esprit porté au sein de la CEDEAO. La CEDEAO est encore dans une philosophie de l'intégration minimaliste qui jusqu'ici n'a même pas encore réussi à satisfaire, n'est-ce pas, les besoins de la population. Or, dans l'esprit des États du Sahel, il est question d'implémenter une philosophie intégrationniste maximaliste qui va au-delà de ces nationalités internes pour mettre en commun un certain nombre de domaines régaliens dans l'optique, n'est-ce pas, de satisfaire les besoins non seulement des populations, mais aussi et surtout d'endiguer les velléités de déstabilisation des puissances internationales qui ont pour seul leitmotiv le maintien de l'Afrique dans le chaos. Donc, si on prend aussi un autre aspect qui est tout simplement l'aspect sécuritaire, vous voyez que la philosophie des États du Sahel a, n'est-ce pas, une stratégie de sécurité autonomiste, souverainiste, ancrée, n'est-ce pas, dans la consolidation des gouvernements, des armées internes. Or, du côté de la CEDEAO, il est question de penser une sécurité, n'est-ce pas ici, commune, une sécurité, n'est-ce pas ici, de l'assistance, une sécurité des bases militaires qui aujourd'hui ne peut
plus protéger les États africains. Si on prend par exemple l'élément de ce projet qui est l'élément économique, qui est la monnaie, la philosophie des États du Sahel est de penser une monnaie totalement nouvelle, autonome, qui n'a rien à voir avec une monnaie impérialiste, une monnaie hitlérienne. Or, du côté de la CEDEAO, il est encore question de rester dans le franc CFA, de faire confiance dans le franc CFA, ou du moins de faire des réformes qui consistent à changer la coque du franc CFA par une autre coque. Donc, vous voyez donc que, du point de vue comparatiste, les philosophies de ces deux entités-là restent totalement dichotomiques et antitatoires. Ce qui fait qu'en réalité, la proposition que les États de la CEDEAO sont en train de faire aujourd'hui ne peut pas, n'est-ce pas, prospérer parce que la CEDEAO, à l'état actuel de leur politique fonctionnaliste et organisationnelle, reste un véritable obstacle à l'implémentation de la philosophie nouvelle portée par les États de l'AES. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, les États de l'AES doivent tout simplement rester focalisés dans leur direction. Ils ne doivent pas rester distraits. Ils ne doivent pas tomber dans ce piège qui est en train d'être tendu par Tinubu aujourd'hui. Parce que Tinubu semble ne pas le dire. Il parle comme si il était souverain au sein de la CEDEAO. Il parle comme si la CEDEAO était une institution souveraine. Mais que non, il oublie que la CEDEAO, en réalité, est une figuration panafricaniste qui a pour véritable maître l'OTAN et les puissances occidentales. Parce que la CEDEAO est donc influencée par cette puissance, par ces puissances occidentales, il est donc important aujourd'hui de penser une organisation ou du moins un processus de régionalisation et d'intégration totalement nouveau qui n'aura rien à voir avec les influences étrangères. Et je pense que c'est la philosophie, voire le leitmotiv que portent aujourd'hui les États de l'AES. Merci docteur Sango. Habib Aboubacar Touré, on rappelle que les sanctions qui ont été dictées contre le Niger étaient simplement le refus pour les frontières et l'espace aérien nigérien de fonctionner avec les différents autres États de la CEDEAO. Les transactions financières également avec les autres États étaient interdites. Les avoirs nigériens avaient été gelés. Les sanctions individuelles et politiques était tout simplement le gel des avoirs personnels, le refus pour ces autorités au pouvoir de se déplacer d'un pays à l'autre. Eh bien, ces sanctions ont été levées, sauf les sanctions individuelles et politiques qui sont restées maintenues. Pour le Mali, c'était pratiquement pareil, la Guinée-Conakry également. Ces sanctions viennent d'être levées par la CEDEAO. Habib Aboubacar Touré, est-ce que c'est un appât léger pour récupérer ou alors tenter un dialogue avec ces différents États aujourd'hui qui ont décidé d'instaurer sur leur territoire une certaine révolution? Madame, vous avez observé que la levée de ces sanctions n'a provoqué aucune sorte d'émotion. Oui. Il a laissé les peuples du Niger et du Mali et du Burkina dans l'indifférence totale. Et le chef d'État de la conférence de la CEDEAO n'a pas été bien inspiré en argumentant sur le fait que c'est aussi pour des raisons humanitaires que ces sanctions ont été levées. Dans le même communiqué, vous avez observé que la conférence des chefs d'État reconnaît enfin que ces sanctions étaient illégales puisqu'elles n'ont été inscrites dans aucun texte de la sous-région et inefficaces par la même occasion. Et tout à l'heure, vous étiez en train de parler du président Bola Ahmed Tinubu qui, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur la question de ces sanctions ou du bras de fer qui a opposé le Niger jusqu'au mois de janvier avec la CEDEAO, parce que depuis lors, on est sorti de la CEDEAO, voilà pourquoi je voudrais m'encantonner au mois de janvier, a été aussi l'échec de Bola Ahmed Tinubu, qui a eu le malheur de prendre la direction de la conférence des chefs d'État aussitôt élu à la tête de la République fédérale du Nigeria.
Et il avait mis au devant cette lutte contre les régimes dits antidémocratiques, notamment issus de soi-disant coups d'État, comme étant son fer de lance. Au bout des courses, on a observé que le Niger a rejoint la révolution des deux premiers pays qui sont le Burkina et le Mali. Et mieux pour lui, il est assis aujourd'hui à la même table que des chefs d'État qui ont opéré des vrais coups d'État dans le vrai sens du terme autour de la table avec lui. Je veux parler du président Embalo Sissoko qui a dissous de façon illégale l'Assemblée nationale sans que cela ne puisse amener la CEDEAO à prendre quelques mesures que ce soit. Hier, le 25 février, les Sénégalais s'étaient préparés pour aller aux urnes et choisir un président de la République. Mais par la volonté de Macky Sall, qui était juste assis à côté de Bola Ahmed Tinubu, cette élection n'a pas eu lieu sans que cela ne puisse émouvoir la CEDEAO. Les sanctions qui avaient été prises contre le peuple nigérien le 30 juillet dernier étaient des sanctions qui devaient permettre la préservation d'un système mafieux qui devait maintenir nos États dans l'asservissement au nom de quelques subsides que les chefs d'État reçoivent de l'Occident, et notamment de l'impérialisme français qui a fini de corrompre cette organisation sous-régionale qui avait été mise en place dans les années 75 avec un grand large nombre de chefs d'État qui étaient aussi des militaires qui avaient pris le pouvoir par le même procédé de Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, mais qui avaient perdu de vue l'objectif principal qui était de faire en sorte que nous ayons une sous-région qui allait permettre à ce que les populations puissent se mouvoir comme ils veulent, qui allait permettre aussi des échanges commerciaux. Monsieur Habib Touré, est-ce que vous êtes là? Alors, on a un tout petit peu perdu Habib Touré. J'espère qu'on pourra être avec lui à nouveau. Voilà. Il s'agissait pour Habib Touré de démontrer à quel point Ahmed Tinubu s'était trompé, mais également manquait de sincérité, étant donné la proximité avec certains présidents, selon lui, qui ont opéré de manière anticonstitutionnelle dans leur pays, Dr Sango. Une telle lecture permettrait-elle de comprendre aujourd'hui que la CEDEAO s'est rendu compte de sa chute et qu'elle essaye de se relever, qu'elle essaye aujourd'hui de survivre à la division, à la désunion? Oui, je pense qu'il y a longtemps que cette organisation, cette institution-là a chuté, avait chuté, mais que ses acteurs regardaient ailleurs. Donc aujourd'hui, si c'est après beaucoup d'années que ces acteurs sont en train de prendre conscience de cette chute de cette institution, je pense qu'il se fait un peu tard, et voire même trop tard. Donc aujourd'hui, moi, je ne vais pas davantage expliquer la situation, l'attitude du président nigérien Tinubu par la tromperie ou alors l'erreur. Non, il faut savoir que Tinubu, en réalité, c'est quelqu'un que lorsque vous visitez son parcours politique, son parcours même professionnel et même formationnel, c'est quelqu'un qui est toujours habité et qui a toujours été habité par l'idéologie libérale portée par les puissances occidentales. Donc, arrivé donc au pouvoir, il est venu avec cette euphorie du pouvoir à embrasser les choses sans toutefois émettre un raisonnement critique ou alors une distance critique pour essayer de voir qu'en réalité, il est souvent important d'essayer de prendre conscience de la situation d'une institution à laquelle on vient de prendre la charge. Donc, Tinubu est venu et il a plutôt considéré la CEDEAO comme étant une opportunité pour lui pour continuer à implémenter sa philosophie qui le caractérisait jusque-là. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas d'accord, ou alors je ne suis pas certain que Tinubu
deviendrait subitement panafricaniste. Je crois que Dr Songo, personne ne le pense encore. Oui, non, parce que quand on parle, n'est-ce pas, ici de l'erreur, c'était comme si vous êtes en train de démontrer que Tinubu est en train de comprendre que... Qu'il est en train de rebousser le chemin. Absolument, qu'il est en train de retrousser le chemin et qu'il est important aujourd'hui de suivre les États de l'AES. Moi, je ne vois pas ça dans cette logique-là. Si on veut rester dans cette logique, ce serait une logique, n'est-ce pas, totalement géopoliticienne, qui consiste à tendre la main à ces partenaires qui sont partis pour mieux les absorber et les phagocyter. C'est ça, aujourd'hui, la logique qui se cache derrière la gesticulation de la CEDEAO par ses acteurs. Il ne s'agit pas de réintégrer les États de l'AES dans la logique de leur philosophie portée aujourd'hui. Il s'agit de les ramener au sein de la CEDEAO dans l'optique de briser cette dynamique qu'ils ont voulu implémenter et les ramener au point zéro. Voilà l'équation. Faire une analyse de la gesticulation de la CEDEAO en dehors de cette équation serait, pour ma part, passer de côté. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, les États de l'AES, bien que n'étant pas fermés au dialogue, parce que vous savez que depuis l'ouverture de cette crise-là, ces États-là ont demandé que le dialogue, ils ont toujours tendu la main. Avant de prendre des méthodes radicales, aujourd'hui, ces États-là ont d'abord commencé par le processus, n'est-ce pas, normativiste de résolution des crises, du point de vue de la sociologie politique. Parce qu'il faut rappeler que, techniquement, pour gérer une crise au sein d'un État comme au sein d'une organisation sous-régionale, il y a des étapes qui ont été prévues par la sociologie politique. C'est l'étape de la formule DCN. Lorsqu'il y a une crise, on commence d'abord par une sorte de dénégation. D, c'est la dénégation. C'est-à-dire, lorsque survient une crise au sein d'un État, au sein d'une organisation, il y a d'abord le processus de dénégation. Les acteurs se rejettent la responsabilité et nient, n'est-ce pas, les causes de la crise. Et vous avez vu que lorsque cette crise-là a éclaté, que ce soit les États de la CEDEAO, que ce soit les États de l'AES, il y avait une sorte de rejet de ping-pong. C'est chacun qui disait que c'est l'autre qui est responsable. Donc, c'est ça qu'on appelle l'étape de la dénégation. Après l'étape de la dénégation, il y a donc l'étape de la confrontation. D'accord? La confrontation, le C. Vous avez vu qu'en réalité, il y a eu une sorte de confrontation, non seulement verbale, mais aussi et surtout une confrontation qui a failli se transformer en termes armés. Nous avons vécu ces menaces militaires. On a vu comment cette intervention militaire était beaucoup plus peaufinée, planifiée à l'intérieur de ces États de la CEDEAO, en collaboration avec les puissances occidentales. C'est ça qu'on appelle la confrontation. Maintenant, le dernier élément, c'est donc la négociation, le N. Lorsque vous voyez les conflits partout dans l'histoire, quelle que soit la dangerosité et l'ampleur du conflit, tout conflit s'est toujours soldé autour d'une table, autour d'une négociation. Donc c'est pour cela que moi je suis en train de dire que lorsque vous analysez cette crise-là du point de vue de la sociologie politique, vous comprenez que les acteurs de la CEDEAO, de l'AES sont restés, n'est-ce pas, ici, en parfaite conformité avec les processus de résolution des crises. Donc, ils ne vont pas refuser le dialogue que ces États de l'AES sont en train de vouloir initier aujourd'hui, mais ce sera un dialogue qui sera tout simplement focalisé sur leur position. Parce qu'il faut dire que les États de l'AES ne sont pas prêts aujourd'hui à fléchir sur leur direction qu'ils ont décidé de prendre. Mais ils ne vont pas venir imposer ça aux États de la CEDEAO. Ils viendront tout simplement dire que voici comment nous pensons le développement de nos États, le développement de notre sous-région, et nous pensons que c'est la meilleure stratégie parce que celle que vous avez implémentée jusqu'ici ne nous a conduit nulle part. Au contraire, ça a plutôt maintenu nos États dans la misère et dans la pauvreté, voire dans l'insécurité
totale. C'est pourquoi donc aujourd'hui, il est important de penser une nouvelle stratégie, un nouveau paradigme qui pourra, n'est-ce pas ici, porter, n'est-ce pas, l'avenir des États africains et des peuples africains. C'est ce que les États de l'AES diront à ces États de la CEDEAO. Or, lorsque vous voyez donc la politique et la philosophie de la CEDEAO du point de vue du fonctionnement et même organisationnel, vous comprenez bel et bien qu'ils seront très loin d'accepter cette proposition portée par les États de l'AES. C'est pourquoi, en termes de scénario dans l'avenir, on va tout simplement s'acheminer vers une sorte, n'est-ce pas ici, de bicéphalisme sous-régional dans cette sous-région où on aura, n'est-ce pas, des institutions. D'un côté, la CEDEAO qui sera une casque beaucoup plus moribonde, morte, inefficace et inefficiente. Et de l'autre côté, une association de l'AES qui sera beaucoup plus efficace en termes développementalistes et même sécuritaires. Voilà comment il faut lire aujourd'hui l'actualité et la gesticulation de ces États de l'AES portés par leur leader Tinubu. De la CEDEAO, vous vouliez dire. Voilà, merci.